Excusez-moi, la salle de ciné pour le film qui est censé sauver le cinéma français, c'est par... C'est... Ah, c'est là? Ok, ben, on y va. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Salut à tous, c'est l'écran fou et vous l'aurez compris, on va parler du film français le plus attendu de l'année, ou pas. Le film qui, selon les propos de Guillaume Canet, est voué à sauver le cinéma français, ou pas. Et le film voué également à redorer une franchise saccagée sur plusieurs films, ou pas. Et je veux bien sûr parler de Astérix, l'Empire du Milieu, ou le pire du milieu, hein. Donc ce blockbuster qui a coûté la bagatelle de 65 millions d'euros, soit donc 15 de plus que Mission Cléopâtre. Un blockbuster à la sauce cocorico où cette fois nos Gaulois vont être appelés à l'aide par une princesse chinoise rescapée d'un coup d'état dans son pays dans lequel sa mère, donc l'impératrice de Chine, a été faite prisonnière par un méchant prince. Donc un scénario qui n'est évidemment pas sans rappeler la redondance des histoires de certaines BD d'Astérix, notamment quand généralement nos héros partent à l'étranger, mais bon, si ces histoires sont à chaque fois de purs décalques des unes et des autres, elles ont surtout tendance à briller par l'originalité clichéteuse des interactions de nos héros avec les étrangers qu'ils vont justement côtoyer, et donc forcément le choc des cultures qui en découle. Et il est évident que c'est dans ce sens que Guillaume Canet a voulu orienter un petit peu son film, qui n'adapte pas ici une BD connue, mais une histoire totalement originale qui est en partie scénarisée par lui. Et alors, autant le dire, j'adore Astérix, j'ai lu pas mal de BD, j'ai poncé les dessins animés plus que de raison, mais mon rapport au film est, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement compliqué. C'est-à-dire que j'adore le 1, qui respecte vraiment à merveille les personnages et l'esprit original bien franchouillard. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Le deuxième, que j'apprécie pour l'esprit original qu'a voulu insuffler Alain Chabat via son humour, mais que je déteste tout autant parce que il n'est pas ici question d'un film Astérix Mission Cléopâtre, mais de Jamel Debbouze Mission Cléopâtre, et que moi c'est radical, hein, ce mec, c'est épidermique, je déteste tout ce qu'il fait. Donc à partir de là, ça entache forcément le visionnage. Quant au film suivant, pour moi vraiment ce fut une totale descente aux enfers pour la franchise à chaque nouvel opus. Donc franchise qui fut néanmoins sauvée du fiasco artistique par les adaptations 3D d'Alexandre Astier, qui à mon sens est celui qui a le mieux compris et respecté l'esprit de départ proposé par Goscinny et Uderzo. Et donc d'ordinaire, j'ai rien contre Guillaume Canet, j'avoue même que j'apprécie ses films, sans sauter dessus à la première occasion pour autant, hein, faut pas abuser non plus. Et j'étais, je l'avoue, pas du tout contre l'idée de ce projet de départ, hein. Mais mon avis a forcément basculé dans la négativité quand j'ai vu la gueule du casting, qui pour moi annonçait clairement la couleur du projet, donc un truc bien cher qui va inviter tous les guignols qui représentent justement la culture française actuelle pour ratisser au plus large le public. Donc forcément, une grande invitation où le gueuleton consiste à remplir la panse des copains avec les bifetons qu'a requis cette production à l'aspect colossal. Et autant j'avais pas envie de me braquer sur cette idée reçue parce qu'on n'est jamais vraiment à l'abri d'une bonne surprise, hein. Autant quand les bandes annonces sont sorties, ça m'a littéralement conforté dans cette optique. Et donc non, je le dis haut et fort, ne comptez clairement pas sur Guillaume Canet pour redorer le blason d'Astérix et Obélix en adaptation live. Très clairement, puisque ce film est à mon sens tout sauf un film Astérix et Obélix. C'est-à-dire que on sent surtout l'envie de surfer sur la méthode d'Alain Chabat, parce qu'effectivement ça a énormément rapporté ce film-là. Donc surfer sur cette méthode en tentant de faire un Astérix Mission Cléopâtre bis en long, en large et en travers. Mais sauf que Guillaume Canet ne comprend pas Astérix. Parce que Alain Chabat, lui, malgré son délire à vouloir faire un film avec la Smala Canal+, et 50 000 références à la minute, il connaissait le matériau d'origine sur le bout des doigts, et c'est ce qui l'a motivé justement dans ce projet, parce qu'il avait une passion pour la BD, et donc à cœur de respecter le matériau de base un minimum. Alors que Guillaume Canet, non. Lui, il a été choisi au poste de réalisateur pour sa renommée, mais le pire, c'est qu'il ne s'est pas limité à ça. C'est que finalement, il a voulu s'attribuer un max de casquettes, puisqu'il est aussi au scénario et en tête d'affiche. Et donc forcément, une position qui amène à ce que le film soit encore plus casse-gueule, surtout quand tu cernes pas forcément le truc. Donc il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et ici on est en plein dedans, c'est-à-dire que ce nouvel opus, c'est effectivement un tsunami de références de la pop culture en tentant de rendre le truc un peu méta, sauf que Chabat, lui, savait en user, mais avec le dosage adéquat et le bon placement, et savait à côté de ça jouer sur un humour autre. Alors principalement un humour canal, après on aime ou on n'aime pas, mais il y avait aussi de l'humour Astérix. Ici, il n'y a pas. Tout n'est que référence à une pop culture ultra calibrée en conformité avec les gueules choisies pour le casting, et tout l'humour est basé là-dessus. Alors ok, ça peut faire sourire au début, mais au bout de 30 minutes, et encore, j'abuse, au bout de 15 minutes déjà, tu te dis, oh, t'as que ça à nous servir, c'est ça ton humour pour ton film. D'autant que on table
vraiment dans de la pop culture digne de chez Hanouna, avec des trucs de beauf ou d'adolescent, tu sais, entre César qui fait du joule avec ses mains, Yann Papin qui fait des tchèques et j'en passe. Et le pire, c'est que le film a la prétention de vouloir jouer parfois la carte du drame ou même de la romance, tu sais, pour essayer d'agrémenter un petit peu le truc. Mais il faut tout le temps que ça soit désamorcé avec un placement de référence qui réduit véritablement à néant la force potentielle de la scène en question. Donc de la gaudriole discount, quoi. Et pire que tout, Guillaume Canet cherche même pas à jouer sur la différence de culture qui, comme je le disais tout à l'heure, est normalement une source d'humour de la BD. Non, là, il n'y aura même pas. Alors après, ça joue sur d'autres tendances actuelles, comme tout ce qui est progressiste, alors vas-y que je te badigeonne ça avec du féminisme, et puis un petit coup de véganisme par là, et j'en passe. Mais alors, tantôt c'est pour le vanter, et tantôt c'est pour le dénoncer. Donc en vrai, Guillaume Canet, il sait absolument pas quoi en faire au final. Tu sais même pas quelle position il prend sur tout ça avec son film. Et toi, bah t'es autant dans le flou, forcément. Donc je sais pas, mais je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la foirade du truc, quoi. Mais alors, la question qu'il faut surtout se poser, autour de cet humour orienté et justement de cet amas indigeste de références, c'est ok, vous aimez nous en déverser sur la pop culture, mais quand est-ce que vous nous en faites sur Astérix, comme je le disais? Parce que, en fait, il n'y en a pas. Et alors, autant le dire, ils en ont strictement rien à foutre. Hein. Mais pire que tout, quand est-ce que vous envisagez que votre film soit un film Astérix? Parce que franchement, t'aurais pu changer le nom des personnages et les déguisements et coller ça dans un autre contexte, ça aurait été exactement pareil. Hein. Voire même, ça serait mieux passé, parce qu'au final, il n'y aurait pas eu cette étiquette, qui ne semble pas respectée. Parce que là, c'est vraiment s'accaparer le nom d'un matériau de base renommé pour en faire du lucratif, en n'ayant rien à secouer de l'artistique et du respect pour l'œuvre originale. Hein. Donc voilà, vraiment du déluge de fanservice, mais même pas autour de la franchise. Donc que de la caresse faite à un public multi-cible biberonné à la culture française de base et aux influenceurs. Hein. Ensuite, oui, on est encore sur le même cas de figure de la franchise quand justement on tente de l'adapter en film, à savoir coller deux héros dans un film choral où, oui, on est à 300% dans le placement de tronche à faire le buzz pour s'assurer de cibler et rameuter le max de monde en salle. Dans le sens où, qui dit casting gigantesque, dit forcément beaucoup de personnages. Et alors, autant le dire, on est dans le film Astérix avec le casting le plus claqué au sol qu'on ait pu voir. Franchement, hein, et de loin, c'est-à-dire que rares sont les acteurs qui collent bien au truc. À la limite, on peut vraiment citer Philippe Catherine en Assurance Twix, ou encore Audrey Lamy en Bonne Mine, voire Pierre Richard en Panoramix. Le reste, c'est l'enfer, c'est du total hors-sujet. Soit c'est mal joué, soit c'est pas casté en conformité avec le personnage d'origine. Et c'est surtout que tout se résume à faire cachetonner les potes pour 3 minutes de tournage, en vue de faire une apparition de 30 secondes en tout et pour tout, parce que tu comprends, un tel est super connu sur tel réseau, donc forcément il va rameuter un max de monde en salle. Et ce n'est qu'une succession de ça. Ils viennent, ils font leur vanne, ils repartent, et on passe à la personnalité connue suivante. Mais en gros, ils ne servent strictement à rien, ils n'ont aucun intérêt, aucun apport pour le film. Ils font leur passage éclair exactement comme ils iraient faire les guignols toutes les semaines chez Arthur dans Vendredi tout est permis. Parce que justement, ils ont la possibilité d'apporter une nouvelle vanne qu'ils ont appris dans la semaine. Donc où est-ce qu'elle est, véritablement, la bonne intention? Dans le sens où le but de ce film, il est clairement pas de raconter une histoire à la base. Et en plus, histoire qui reprend donc, la trame scénaristique de nombreux volets de la BD, comme je le disais. On est dans une pure campagne publicitaire digne des enfoirés. Bref, vous aurez compris effectivement qu'on est face à un casting d'influence où le mot d'ordre est monnaie, 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 comme disait le groupe ABBA, avec des acteurs flanqués de perruques achetées chez Jiffy et des costumes tout simplement dégueulasses, même si visuellement ça reste dans l'esprit. Hein. Et le pire de tout, c'est qu'on te plante tout ce petit monde merveilleux dans des décors qu'on veut le plus crédible possible, mais qui font complètement fake. Alors que la force des précédents films, quoi qu'on puisse en dire, c'est qu'ils comprenaient ce qu'ils adaptaient, donc une BD, et ils comprenaient surtout l'esthétique globale avec des designs architecturaux parfois cartoonesques, mais en totale conformité avec les personnages tout aussi cartoonesques et leurs accoutrements. Il y avait une cohérence d'ensemble qu'il n'y a évidemment pas ici, parce que les personnages sont cartoonesques, mais pas les décors. Et alors autant le dire, le budget, bah on le cherche, hein, très franchement, hein, parce que oui, faut quand même le préciser, 65 millions d'euros, c'est le budget d'un bon film américain avec des grosses stars. À titre de comparaison, à peu de choses près, c'est équivalent à Amsterdam de David O. Russell. Bon, ok, Amsterdam, c'est pas un bon film, certes, mais il a un casting international de ouf, beaucoup de reconstitutions d'époque, et une durée autrement plus conséquente. Hein. On parle d'un film qui fait presque 2h30. Hein. Donc on pourrait aussi citer Babylone, pour le plus récent. Là, on parle d'un film de 1h50, générique de fin inclus, avec des influenceurs qui viennent cachetonner pour 3 minutes de tournage dans des décors en carton et 2-3 fonds verts. 65 millions d'euros, bordel. Parce que, faut pas se leurrer, hein, c'est pas le scénario qui leur a coûté cher, comme je le disais.
Alors bon, le seul truc que je retiendrai de positif, c'est la narration qui fait au moins l'effort d'être dans l'esprit des dessins animés, avec notamment des superpositions d'images qui font un peu illusion, surtout quand en plus l'aspect spectaculaire est tout simplement immonde à côté. Donc les CGI sont absolument affreux. Dès qu'il y en a, tu sens l'incrustation synthétique qui cherche à te grignoter les neuils, tu sais. Les bastons, oserais-je en parler. Et puis Guillaume Canet qui, derrière, a insinué qu'on pourrait faire carrément de cette licence le Marvel à la française. Non, désolé, hein. Pas avec ton film, mec. Hein. Alors si, je vais quand même citer un point positif, c'est évidemment la bande originale du film qui reste toutefois assez efficace. Mais oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y a à garder de ce film-là ? Franchement, il n'y a rien à garder. Le peu qu'il y a à garder, c'est pas suffisant pour pouvoir le sauver, parce que tout le reste n'est qu'un foutage de gueule, purement et simplement. Mais oui, moi ça me fait marrer quand, il n'y a pas longtemps, en plus, Jérôme Sédou, donc le patron de l'enseigne Pâté, qui en l'occurrence produit le film, avait osé dire que si les films français ne rameutaient pas assez en salle ces derniers temps, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et le mec, sa dernière production, c'est ça, quoi. Et en plus, ça laisse songeur quand en plus il ose dire, juste derrière, que eux tous, dans cet univers des cinémas, ils doivent se remettre en cause. Vas-y mon GG, hein, montre-nous ce que ça fait, parce que là, pour le moment, quand je vois ta daube à 65 millions d'euros, j'ai pas l'impression que tu donnes le bon exemple. Bref, est-ce que j'ai besoin d'épiloguer davantage ? En gros, si vous aimez la gaudriole à la française, dans l'esprit des grosses productions du pays, et que vous aimez le fourre-tout sans queue ni tête, pas de problème, vous pouvez vous jeter dessus, hein, d'autant que Guillaume Canet l'a dit, si le film ne marche pas, plus personne ne voudra financer le cinéma français. Donc, chers spectateurs, l'avenir de notre cinoche repose sur vos épaules. Parce que, au final, c'est ça, hein, si on lit entre les lignes d'un Guillaume Canet avec une voix de bête à prendre en pitié, si ça floppe et que le cinéma français meurt, ce sera pas à cause de son film, mais de vous qui n'êtes pas allés en salle pour aller voir justement son Astérix. Non mais, en gros, c'est ça. Hein. Donc voilà, en revanche, si vous aimez Astérix et que vous avez envie de revoir du Astérix, je vous le dis, hein, refaites-vous le premier film, ou même le second, hein, mais pourtant je vous dis ça, je déteste Jamel Debbouze, ou voire même remater les dessins animés, les vieux, ou carrément les dernières versions d'Alexandre Astier, mais passez allègrement votre tour sur ce film. C'est de l'anti-cinéma à l'état pur, pour 65 millions d'euros, et de l'irrespect total envers Uderzo et Goscinny. Et moi j'encourage vraiment les gens à ne pas aller cautionner ce genre de choses. Si le film se plante et que derrière les créanciers ne veulent pas investir dans ce genre de film, et bien comme ça justement, ça montrera qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Avec des films coraux comme ça, ils sont juste là pour engraisser les poches des uns et des autres. Voilà, bref, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Vaincre ou Mourir. Fallait trouver, et effectivement, Total Recall, sorti en 90 et réalisé par Paul Verhoeven. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Je vous invite bien évidemment à liker et partager cette review, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour bien sûr vous tenir informé des prochains contenus. Et on se dit à très vite pour une prochaine review. Bye!